L'industrie pharmaceutique en France fait bien son métier. Et je pense que les labos, on va parler dans leur globalité, sont engagés dans la santé et le mieux-être des patients, oui. Je pense, et mettent à leur disposition des produits efficaces. Ok. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des laboratoires pharmaceutiques. Les laboratoires pharmaceutiques sont des sociétés privées qui produisent nos médicaments. Voilà, et bien je crois que tout ce qu'il faut comprendre est là. Vous voulez quand même que je fasse une vidéo dessus? Bon, allons-y, mais ne soyez pas déçus si tout mon développement n'aboutit finalement qu'à la définition initiale. Tout d'abord, les labos sont une partie prépondérante du système de santé publique. Ils ont activement participé, grâce à leur découverte, à l'amélioration spectaculaire de l'espérance de vie de la population. Je vous laisse voir ce petit tableau. Bien sûr, cette amélioration est multifactorielle et la médecine en général n'est évidemment pas l'unique actrice. On pourrait citer bien des facteurs, l'accès à l'eau potable, l'alimentation, l'hygiène, l'amélioration des conditions de travail en durée et en dangerosité, la salubrité des logements, la diminution de l'alcoolisme, les efforts en matière de sécurité routière, etc. Mais les faits sont là, nous vivons plus longtemps. Fort de cette prouesse, les laboratoires pharmaceutiques sont devenus des acteurs incontournables et richissimes de notre société moderne. En effet, les marchés les plus fructueux de notre planète sont aujourd'hui le pétrole, la nourriture, le trafic de stupéfiants, d'armes et d'êtres humains, et en 6e position, l'industrie pharmaceutique. Il est donc aussi question de gros sous dans cette vidéo, puisque les labos brassent environ 50 milliards d'euros, et nous, les Français, sommes les plus gros consommateurs de médicaments en Europe. On représente donc un énorme marché, et chaque année, c'est 150 nouveaux médicaments qui sont créés et commercialisés sur le territoire. Dans un premier temps, observons le chemin que doit parcourir le médicament, de la découverte de la molécule originelle à sa commercialisation. Tout d'abord, des scientifiques sont financés par des laboratoires pour chercher des molécules ayant des intérêts thérapeutiques dans la guérison d'une maladie. Prenons 10 000 molécules passées au crible par nos chercheurs. Sur ces 10 000, les 100 meilleures sont retenues et feront l'objet d'un dépôt de brevet, protégeant l'innovation durant une vingtaine d'années. Ces 100 molécules passeront des tests précliniques. Au cours de ceux-ci, on essaie la molécule sur des systèmes moléculaires inertes ou des animaux, on évalue les effets secondaires éventuels, on prouve ou non l'efficacité de la molécule et ses propriétés, et l'on étudie son métabolisme, c'est-à-dire l'ensemble des réactions chimiques qu'elle engendre. Ensuite, environ 10 molécules sont sélectionnées sur les 100 précédentes, et s'ensuit des essais sur des patients humains sains. On vérifie l'efficacité, la tolérance des patients, on détermine les doses optimales et enfin, on compare les résultats avec les traitements standards. Cette phase peut concerner plusieurs centaines voire milliers de patients. Il ne reste généralement à ce stade qu'un seul médicament. Ce dernier peut être commercialisé théoriquement. On estime la durée de ces 3 phases, recherche de la molécule, test préclinique et recherche clinique, à environ 10 ans. Mais ça ne s'arrête pas là puisque le médicament doit maintenant répondre à de nombreux critères administratifs. Et oui, nous sommes en France. Pour le commercialiser, ce médicament nécessite une autorisation de mise sur le marché ou AMM. Il existe plusieurs voies d'obtention, mais en gros, soit vous présentez le médicament sur le territoire national et en France c'est l'ANSM qui se charge du contrôle, l'Agence nationale du médicament, ancienne AFSAPS, soit vous le présentez à l'AEM, l'Agence européenne du médicament. C'est le laboratoire qui rédige le dossier et c'est sur ce dossier que se basera l'évaluation et donc que s'en suivra la mise ou non sur le marché. Une fois que l'AMM est obtenu, le médicament est évalué par la CT, Commission de transparence, branche de la Haute Autorité de Santé, afin qu'elle détermine son ASMR, c'est-à-dire son amélioration du service médical rendu, et son SMR, c'est-à-dire son service médical rendu. Les sigles, ça commence à devenir un peu lourd. Pour résumer, le SMR détermine si le médicament est efficace ou pas, et l'ASMR le compare avec d'autres médicaments et détermine s'il est véritablement utile et surtout novateur. Pour l'ASMR, ils ont une échelle de 1 à 5, de innovation majeure, ASMR 1, à innovation inexistante, ASMR 5. Et pour le SMR, il a une échelle de 1 à 4, de majeur à inutile. Si le service médical rendu est suffisant, le médicament se voit remboursé par l'assurance maladie et le taux de remboursement dépend de sa position sur l'échelle. Le prix du médicament, quant à lui, est négocié avec les laboratoires et dépend en partie de l'ASMR, théoriquement. Enfin, le médicament est publié dans le journal officiel et peut être remboursé par votre assurance. Et puis, celui-ci est suivi dans les pharmacies et par les entreprises au cours des années suivant sa commercialisation.
Ça, c'est du parcours, on estime à 20 ans et 800 millions d'euros les investissements nécessaires à la commercialisation d'un médicament. Bon, avec un tel fonctionnement, il ne peut pas y avoir de fraude et les médicaments ne peuvent être qu'excellents. Le problème, c'est que des scandales pharmaceutiques, il y en a une liste longue comme le bras. Comment est-ce possible ? Eh bien, pour illustrer les problèmes institutionnels du système de santé français, je vous propose d'étudier dans un premier temps l'affaire du Mediator, qui en est un cas emblématique. Vous souvenez-vous, le 20 juillet 2010, le Mediator est retiré définitivement du marché, car il aurait été la cause de centaines voire de milliers de morts. Les chiffres sont malheureusement vagues et les études se contredisent. Toujours est-il que cela concerne assez de gens pour que ce soit préoccupant. C'est un des plus gros scandales que notre système de santé ait connu. Pour vous resituer, le Mediator a été conçu par les laboratoires Servier et commercialisé en 1976. Il avait une fonction de coupe-faim auprès des diabétiques en surpoids. 145 millions de boîtes ont été vendues en 33 ans. Comment ce médicament a-t-il pu arriver sur le marché ? Pour nous, Mediator est non pas un cas isolé, une exception, une histoire française, comme on entend trop souvent dire, c'est au contraire le révélateur d'un ensemble de dysfonctionnements graves du système d'administration du médicament, que ce soit l'autorisation de mise sur le marché ou sa surveillance et les procédures de retrait du marché. Et ces procédures n'ont rien de spécifiquement français et ces dysfonctionnements n'ont rien de spécifiquement français. Les règles du jeu sont les mêmes, à quelques nuances près, dans tous les pays européens et même tout autour du monde. Donc il est très important effectivement que beaucoup de lumière, toute la lumière soit faite sur ce cas Mediator parce qu'il est très important d'en tirer beaucoup de leçons pour changer beaucoup de choses en France et tout autour du monde. Au départ, il y a ce concept d'AMM qui est accordé au vu d'un dossier qui est monté par la firme elle-même. Donc la firme est placée dans un conflit d'intérêts radical, enfin massif, d'origine, puisque les pouvoirs publics demandent à la firme pharmaceutique d'évaluer elle-même le médicament dont elle demande l'autorisation en vue de gagner de l'argent. Alors c'est un conflit d'intérêts massif. Il faut que la recherche sur le médicament, et en particulier la recherche clinique, ne soit plus financée majoritairement par l'industrie pharmaceutique. Ça place l'industrie dans un conflit d'intérêts insoluble. On peut aussi se demander comment est-ce que le Mediator a pu être prescrit pendant plus de 30 ans. Il faut savoir que les médicaments sont censés être suivis de très près, même s'ils disposent de l'autorisation de mise sur le marché, et qu'à tout moment, ils peuvent être retirés sur décision de l'ANSM. Alors que s'est-il passé ? Des signaux d'alerte, il y en avait eu, puisque la molécule à l'origine du médicament, le Benfluorex, est interdit dans les préparations en pharmacie dès 1995. Servier retirera d'ailleurs en 1998 le médicament du marché suisse, puis du marché espagnol en 2003 et du marché italien en 2004. Par conséquent, les éventuels effets indésirables étaient bien connus. Pour couronner le tout, le 19 novembre 1999, la Commission de la Transparence, branche de la HAS, détermine comme insuffisant le service médical rendu par le Mediator. La HAS réétudie le dossier en 2007 pour finalement ne rien en conclure et attendre la décision de l'ANSM. L'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, écrira dans une enquête remise à Xavier Bertrand, ministre de la Santé en 2010 quand le scandale éclate, que l'agence du médicament a été inexplicablement tolérante à l'égard d'un médicament sans efficacité thérapeutique réelle. En gros, c'est la faute de personne et de tout le monde à la fois. Les institutions et les ministres se renvoient la balle indéfiniment. Bref, dans cette affaire ubuesque où toutes nos institutions semblent figées dans des délibérations stériles, il est difficile de ne pas voir planer l'ombre du conflit d'intérêts. Histoire de justifier ce soupçon. L'ANSM est financée à 80% par les taxes payées par les laboratoires, notamment celles prélevées pour l'autorisation de mise sur le marché d'un produit. Dr Dominique Courtois. En Europe, l'autorisation de commercialisation du vaccin est donnée pour l'ensemble du continent. Depuis plusieurs années déjà, c'est l'Agence européenne du médicament qui prend ces décisions et non plus les États. L'Agence européenne des médicaments, d'abord, est une structure qui est financée à 80% par les laboratoires pharmaceutiques. Donc au niveau du chiffre d'affaires de cette agence, 80% vient en fait des laboratoires pharmaceutiques, vous voyez, qui demandent cette autorisation de mise sur le marché. Et seulement 20% viennent de l'Europe. Ce sont donc les labos qui financent en grande partie l'ANSM, dont les revenus dépendent justement des autorisations qu'elle délivre. Il faut savoir que l'ANSM a pour mission d'évaluer, de contrôler les laboratoires ainsi que leur publicité, de les inspecter et d'informer le grand public et les professionnels de la santé. Un peu paradoxal pour une institution soi-disant indépendante.
Le Mediator aurait rapporté au laboratoire Servier 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires depuis sa commercialisation en 1976. Selon une enquête de la CNAM, il aurait coûté au bas mot 1,2 milliard d'euros à la sécurité sociale. Oui, car le Mediator a été remboursé par la Sécu à 65%, et cela, on le doit à nos ministres. Voilà la synthèse des problèmes soulevés par cette affaire. Le système actuel, en France et ailleurs, d'autorisation de mise sur le marché est trop perméable à des médicaments qui n'apportent aucun progrès, voire qui sont des régressions thérapeutiques. Et malgré cela, les firmes pharmaceutiques ont suffisamment de moyens de promotion pour gagner de l'argent avec de tels médicaments. Et donc le système perdure, et donc les patients, la population, restent exposés à beaucoup trop de médicaments plus dangereux qu'utiles. En soi, rien de nouveau sous le soleil. Les hormones de croissance, le Vioxx, la Dépakine, le Gardasil, le Diane 35, la campagne de vaccination H1N1 et j'en passe, sont eux aussi des éléments qui défraient la chronique. Et les médecins dans tout ça? Parce que finalement, c'est eux qui prescrivent en dernière instance. Les médecins peuvent être grandement influencés par les laboratoires puisque ces derniers vont les suivre de leurs études à leur cabinet en les démarchant. Pratique qui est aujourd'hui plus ou moins obsolète car le métier de démarcheur de médicaments n'existe plus officiellement. Mais peut-être serait-il bon de se poser des questions sur la probité de notre médecin traitant. Elle va nous expliquer comment elle s'y prend pour faire prescrire ces médicaments. Tout commence par de simples déjeuners. Nous, on mange avec le médecin le midi quand on veut. Autant que tu veux. Ouais, pas plus de 4 médecins. 2-3 médecins le midi. Par déjeuner. Le midi. Tu peux les inviter autant de fois que tu veux. Bon, après, pas tous les jours, pas les mêmes. Mais si tu veux, comme il y en a quand même un paquet. Mais le laboratoire offre aussi des voyages. En septembre 2011, le laboratoire a par exemple offert à 10 médecins un voyage tout frais payé pendant 8 jours à Paris. Mais c'est pour ça que je vous demande. Nous, le but, c'est plus l'accompagnement du patient dans le sens où... C'est pas un laboratoire public. Ah non, c'est privé. Ouais, non, c'est pas on est dans une société capitaliste. Et la fin que je fasse, c'est du fric. La notion du pas, votre intérêt, c'est le patient. Comme vous le voyez, chez les généralistes, comme dans le reste de la société, on peut croiser le meilleur comme le pire. L'IGAS souligne que les firmes dépensent environ 3 milliards d'euros par an à la promotion des médicaments en France et au minimum 25 000 euros par médecin généraliste, rien que pour la visite médicale. Article de la revue Prescrire. Oui, notre santé est devenue un marché et dans n'importe quel marché, la rentabilité prime sur la qualité. Donc des scandales comme le Mediator ne sont finalement pas si surprenants. Il faut comprendre que personne n'a intérêt à ce que vous soyez en bonne santé, au contraire. Pour les laboratoires, le patient idéal est celui qui demeure constamment malade mais ne meurt jamais. De fait, il paraît assez logique que votre guérison ne soit pas leur priorité. Et d'ailleurs, le marketing au sein des laboratoires pharmaceutiques excède très largement la part du budget de recherche et développement. Plus que d'avoir un bon produit, l'important, c'est de bien le vendre. On peut citer Johnson & Johnson qui en 2014 dépensait 22 milliards de dollars en marketing contre 8,5 en recherche et développement, ou Sanofi qui la même année dépensait 12,5 milliards de dollars en marketing contre 6,7 en recherche et développement. Prenons un médicament luttant justement contre le diabète. Il est facile de faire pression sur les médecins pour la prescription, mais cette technique a une limite. Cette limite, c'est le nombre de diabétiques auxquels on va pouvoir prescrire le médicament. Et on ne va pas se mettre à le prescrire à des gens qui ne sont pas considérés comme diabétiques. La supercherie serait évidente. Alors comment est-il possible d'agrandir le marché ? Tout simplement en faisant en sorte que les personnes qui n'étaient pas considérées comme diabétiques, désormais le soient. Comment peut-on faire ça ? Eh bien, en modifiant les normes. Bingo! Autrefois, on était diabétique lorsque notre taux de glucose à jeun dépassait le seuil de 140 mg par décilitre de sang. En 97, un comité de l'OMS abaisse ce taux à 126. Par conséquent, 1 700 000 Américains supplémentaires sont catalogués instantanément comme diabétiques. Même chose pour le taux de cholestérol en 98. Le seuil passe de 2,4 g par litre à 2 g par litre, ce qui amène 42 millions de patients aux États-Unis à être considérés du jour au lendemain comme malades. Et je ne vous parle que des États-Unis. Sinon, on base carrément les normes sur un corps jeune en pleine santé et on explique à une personne âgée que si elle ne correspond pas aux normes de cette personne jeune et en pleine santé, eh bien c'est parce qu'elle est en fait malade. On peut prendre l'exemple de la détection de l'ostéoporose qui se basait sur le corps d'une femme de 30 ans. Lorsque l'industrie s'essouffle un peu, quand faire baisser les normes et influencer les médecins ne suffit plus, on peut toujours inventer de nouvelles maladies. C'est efficace aussi. Regardez par exemple le syndrome de la bedaine ou syndrome métabolique découvert par le docteur Boris Ansel en 2007,
Bienveillant docteur sponsorisé au passage par Sanofi, le plus gros labo en France, mais laissons-lui la parole. Petit préambule à l'extrait qui va suivre, l'équipe de Cache Investigation va rencontrer le docteur pour lui poser des questions sur ses relations avec les laboratoires Sanofi, s'étant servi de lui pour faire la promotion de leur médicament, l'Acomplia, censé soigner du syndrome de la bedaine. Le docteur avoue qu'il n'était pas au courant que ses travaux servaient à vendre l'Acomplia, et voici sa réaction. Eux, ils ont dû être ravis. Sanofi. En plus, c'était... Peut-être, oui, mais puisque... Si on considère qu'en faisant la promotion de syndrome métabolique à cette période-là, on fait la promotion du médicament, oui, ça c'est pas bien. Un peu quand même, oui. D'accord, ça c'est pas bien. Moi je vais vous dire un truc. Au fond, moi j'ai profité peut-être, mais sans vraiment le réfléchir, mais indirectement, c'est vrai, j'ai profité qu'ils le lançaient pour parler de ce que je voulais. Alors après, vous vous dites, ils ont profité de moi pour parler de ce qu'ils voulaient. C'est pas faux. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Maintenant je le vois comme ça, mais voilà. On complète l'arsenal qui tente d'influencer les médecins à prescrire, d'abaisser des normes et d'inventer de nouvelles maladies par la production de quelques pages publicitaires alarmantes justifiant ainsi la prise de médicaments par précaution. On ne sait jamais, je vais prendre ce médicament au cas où. Et on comprend la pérennité des laboratoires ainsi que leur excellente santé financière apparente. Une femme sur 3 sera atteinte par l'ostéoporose. Il en résulte des fractures qui peuvent être fatales. Si vous saviez qu'un danger vous menace, ne feriez-vous rien pour l'éviter? Oui, ça fait beaucoup de rentrées d'argent tout ça, et qui paye? La Sécu en grande partie, et donc vous et moi. Pour compléter le tableau, notre ministre actuelle de la Solidarité et de la Santé et de l'amour des pâquerettes, non ça je l'ai rajouté, Agnès Buzyn, a bossé pendant plus de 10 ans pour des labos. Elle venait d'être reconduite à la tête de la HAS durant le quinquennat de François Hollande, avant d'être nommée ministre par Emmanuel Macron l'année dernière. Notre président, qui avait vu d'ailleurs son conseiller de santé, Jacques Mourad, exclu suite à la révélation de ses liens d'intérêt avec Servier, 80 000 € de frais de restaurant et de je ne sais quoi. Avec cette emprise de l'industrie pharmaceutique sur notre système politique, il n'est pas étonnant que des scandales comme le Mediator puissent avoir lieu. Parce que l'industrie pharmaceutique a une double face, c'est un Janus, elle a une face blanche, elle fait encore de la recherche, beaucoup moins qu'il ne serait nécessaire. Elle a changé complètement son fusil d'épaule parce qu'elle gagne beaucoup plus d'argent en mettant sur le marché des molécules sans efficacité sur des maladies qu'elle invente. On peut dire aujourd'hui qu'en France, un médicament comme le Prozac et les autres psychotroques similaires, ça représente environ 500 à 1000 suicides supplémentaires par an depuis 15 ans. Ce qui est incroyable dans ce que vous nous dites et ce qu'on découvre dans le livre, c'est que le laboratoire pour lequel travaillait donc John Virapen le sait quand il met tout ça sur le marché. Quand vous parliez de cynisme, on le sait, et même on dissimule. Bien sûr, il ne le sait pas, il l'imagine, il le fabrique, il dissimule les faits. Vous savez comment on appelle les décès? On les appelle lost of view. Perdu de vue. Voilà, c'est d'un cynisme absolu. Je conclurai cette vidéo par mon introduction comme promis. Les laboratoires pharmaceutiques sont des sociétés, donc des organismes privés à but lucratif, qui produisent nos médicaments, donc une marchandise comme une autre. Vous allez me dire, 15 minutes de vidéo, pourquoi? Pour se retaper l'introduction, et j'ai envie de vous répondre, je vous avais prévenu. Mais les promesses des laboratoires semblent bien pauvres face au rêve fou et finalement vieux comme le monde de rendre l'homme jeune et immortel, ce qui est aujourd'hui avancé par certains illuminés de la Silicon Valley. Évidemment, cette technologie a toutes les chances d'être réservée à un des derniers marchés solvables dans ce monde en crise, celui de l'hyperclasse mondialisée qui ne sait plus comment dépenser son argent et qui, dans un dernier élan de démence, tentera de briser le dernier socle commun à l'humanité, la mort. Merci à tous pour votre attention, et camarades, n'oublie pas, fais passer l'info!